The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. You know, these steps will set America on a path of net zero emissions economy by no later than 2050. The science is undeniable. I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris. Les États-Unis sont un des principaux producteurs mondiaux aujourd'hui de pétrole et de gaz. C'est presque dans l'ADN du pays de voir la solution dans la technique. Si à la fin de l'année, il n'y a pas une législation ambitieuse climatique qui est passée, c'est possible. Mais si ce n'est pas le cas avant la fin de l'année, je pense qu'on va avoir en fait un remake du scénario Obama. Ce qu'on appelle le plan climat de Biden, c'est deux choses. Dans son projet de juillet 2020, il y avait déjà un certain nombre de mesures qu'il a ensuite déroulées dans ce qui a été présenté comme un plan d'infrastructure et qui est en fait décrit par la Maison-Blanche comme l'American Jobs Act. Donc déjà, on voit là se mêler à la fois l'ambition climatique, sa traduction concrète, mais aussi une stratégie politique, puisque le climat, c'est un des sujets les plus polarisés aux États-Unis. Pour dire ça de manière très brutale, si on met climat dans un grand projet, on a l'opposition républicaine quasiment réflexe. Donc ce fameux plan d'infrastructure, en fait, qui est un plan climat et qui s'appelle un plan d'emploi, il a un montant de 2000 milliards de dollars et il comprend en gros 4 grands axes. Un axe qui porte sur les infrastructures au sens classique du terme, les ponts, les routes, etc. Donc avec une grosse partie sur les transports publics, sur l'électrification et y compris sur le chemin de fer. Il y a un volet aussi infrastructure humaine. Donc là, il y a toute une série d'éléments sur la formation, etc. Ensuite, il y a un volet vraiment là qui est plus sur faire évoluer les États-Unis vers les engagements qui ont été confirmés au moment du sommet climat, la neutralité carbone du réseau électrique pour 2035 et neutralité carbone américaine pour 2050. Et puis enfin, il y a un gros axe aussi de recherche-développement. Donc on est à la fois sur des projets de capture carbone, des centrales énergétiques, et puis des projets vraiment beaucoup plus franchement de géo-ingénierie. Et c'est des projets qui ne sont pas encore vraiment aboutis. Biden propose ce plan climat, mais aux États-Unis, il n'y a pas d'initiative législative de la part de l'exécutif. Donc c'est le Congrès qui, à partir de ces grandes lignes, va soumettre ou pas d'ailleurs, parce que ça dépend vraiment du bon vouloir du Congrès, au vote des parlementaires, des projets de loi qui doivent traduire tout ça en loi. Et donc là, on a déjà un premier problème qui est que, d'une part, les marges démocrates sont très faibles au Congrès. Le Sénat est divisé à 50-50, la Chambre, il y a 3 sièges de majorité pour les démocrates. Mais une fois qu'on a dit ça, on a 2 problèmes encore. D'une part, le Parti démocrate lui-même est très divisé entre ces 2 ailes, progressistes et centristes, et les centristes ne veulent pas aller aussi loin sur le plan climatique. Et puis l'autre problème, c'est que le Sénat a une représentation par État. Or, il y a un certain nombre de sénateurs d'États producteurs d'énergie fossile, le plus évident étant le sénateur de Virginie, Joe Manchin, qui est à la fois un sénateur d'un État plutôt républicain, quelqu'un d'extrêmement centriste, les deux étant liés, et sénateur d'un État producteur notamment de charbon. Et donc, lui est le principal obstacle à l'ambition d'un certain nombre de ses plans. Mais c'est même pas le seul obstacle. En fait, là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs stratégies en cours. Le premier point, c'est que rien ne s'est passé pour l'instant au Congrès. Et par ailleurs, une des stratégies, c'est de séparer les éléments infrastructures plus classiques des éléments plus franchement climat. Et là, ça gagne des centristes, voire même peut-être quelques républicains, mais c'est en train de perdre les élus progressistes. Or, Biden ne peut perdre personne s'il veut avoir une traduction législative de ce plan climat.
Biden a quand même mis fin au projet Keystone. Il a décrété la fermeture et donc ce projet-là est interrompu. Sur le Dakota Pipeline, c'est encore en cours parce qu'il y a aussi une procédure de justice. J'ai un peu le sentiment que l'administration aimerait bien que la décision ne vienne pas d'elle et que c'est ça qu'elle attend pour l'instant. Et en Alaska, il y a plusieurs projets. Il y a un projet qui a effectivement été autorisé et là, je pense qu'il y a des questions politiques qui sont liées à la nomination de Deb Haaland et à son soutien par notamment la sénatrice Murkowski d'Alaska. Mais en revanche, l'ouverture de l'ensemble de l'Alaska, y compris les parcs naturels, à de nouvelles concessions, qui a été une des dernières mesures de Trump, ça a été suspendu. C'est une énorme question, puisque aux États-Unis, les terres publiques, c'est-à-dire les terres qui appartiennent à l'État fédéral, ça représente presque 30% du territoire américain. Deb Haaland, la secrétaire à l'intérieur, a décrété en arrivant un moratoire, c'est-à-dire une pause sur tous les nouveaux contrats de bail en fait accordés, qui ont beaucoup augmenté cette dernière décennie et notamment bien sûr sous Trump. Je pense que si elle a parlé de pause et pas d'interdiction totale au moment de sa nomination, c'était avant tout pour garantir la confirmation par le Sénat, où il y a trop de protecteurs des énergies fossiles pour qu'elle puisse les provoquer comme ça. Le problème, c'est qu'un juge, mardi 15 juin, a déclaré que même cette pause était illégale, puisque au départ, les contrats de bail avaient été accordés par le Congrès et que donc seul le Congrès pouvait les défaire. Donc là, l'administration est en train de réévaluer son positionnement par rapport à cette dernière décision de justice. Et c'est peut-être une décision qui va remonter jusqu'à la Cour suprême. Et alors là, on rentre dans une autre problématique, c'est que ce juge qui a pris cette décision le 15 juin, c'est un juge de Louisiane qui avait été nommé par Trump. Et ce qu'on constate aux États-Unis, c'est qu'on a une polarisation non seulement politique, mais de plus en plus qui gagne judiciaire. Alors, on le voit pour la Cour suprême, mais c'est vrai à des niveaux inférieurs également. Et le problème, c'est que les questions liées au climat et par extension, donc toutes les questions énergétiques, sont là aussi de plus en plus polarisées. Donc on peut avoir aussi des situations de blocage à cet égard. %50 of the reductions we have to make to get to net zero are going to come from technologies that we don't yet have. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche qui est aussi celle de la Chine. C'est-à-dire, la solution viendra des technologies, y compris des technologies qui n'ont pas encore été inventées. Contrairement à l'Europe, il n'y a pas vraiment, aux États-Unis, ni en Chine d'ailleurs, cette réflexion sur la nécessité aussi d'avoir, je parle même pas de découpler croissance et énergie, mais simplement d'avoir une réflexion sur la sobriété de nos modes de vie. Alors, il y a des propositions sur les économies d'énergie dans le plan Biden, mais il n'y a aucune remise en cause. Il y a même une volonté de montrer aux Américains qu'on ne veut pas remettre en cause leur mode de vie. Bush avait dit le mode de vie américain n'est pas négociable. On a l'impression que ça, c'est quand même quelque chose qui reste d'un président à l'autre, quel qu'il soit. C'est une administration qui est encore très jeune, qui a vraiment mis le climat au cœur de son recrutement et au cœur du travail de toutes les agences, avec cette volonté de faire une approche whole of government, comme ils disent. Mais ils sont encore, en fait, en train de faire des revues dans chaque département, et vraiment là, ça va du transport à l'agriculture, en passant par l'énergie. Parmi ces revues en cours, il y a notamment les initiatives sur la biodiversité. Sur le plan intérieur, il y a un travail en cours pour voir comment les États-Unis pourraient rejoindre l'initiative 30 by 30, c'est-à-dire préserver 30% des terres d'ici 2030 de biodiversité. Ça, à l'échelle d'un pays continent comme les États-Unis, où les pouvoirs fédéraux détiennent 28% de l'ensemble des terres, c'est quelque chose qui, à mon avis, est faisable. Sur le plan international, il y a des initiatives, par exemple, concernant l'Amazonie, concernant l'Arctique. Donc, c'est un enjeu dont cette administration est décidée à se saisir. Maintenant, il faut voir quel sera le résultat de leur revue en cours et quelle sera l'ambition réelle des propositions qui seront faites.